partie du gouvernement. De plus en plus de médecins refusent de fournir à leurs patientes des certificats de virginité, un document que demandent certains époux, même si aucune loi ne l'exige. L'OMS avait appelé en octobre dernier à ne plus délivrer ce certificat qu'elle qualifie de traumatisant. C'est une vente éphémère, originale et colorée de marques de créateurs tout aussi originales. Pour la 4e année consécutive, la Villa des créateurs a réuni une dizaine de griffes à Darboise. Nous débutons donc ce journal avec le dernier bilan sur la situation de la grippe A-H1N1 au Maroc. Le nombre de morts s'est élevé à 11. Selon un dernier communiqué du ministère de la Santé, tous ces cas de décès concernent des personnes immunodéficientes, c'est-à-dire des personnes dont le système immunitaire est affaibli à cause d'une grossesse, une maladie chronique ou l'âge avancé ou très jeune. Sur un total de 58 cas d'infection respiratoire aiguë sévère pris en charge et testés positifs à cette souche, 15 patients se sont complètement rétablis, 32 sont toujours sous traitement. Les développements avec Amina Benralak. C'est le pas déterminé que le chef du gouvernement et le ministre de la Santé arrivent au service d'urgence, puis à l'hôpital d'enfants du CHU à Vicenne. L'idée est de rassurer quant à la situation épidémiologique au Maroc. Les répercussions de la grippe A-H1N1 restent similaires à celles constatées à travers le monde. La mobilisation face à cette saison marquée par des syndromes de grippe et de rhume est rassurante, tout comme la situation épidémiologique qui ne diffère pas des années précédentes. Les cadres médicaux et le ministère de la Santé font tout pour prendre en charge les cas nécessitant des soins particuliers. Saad Eddine Othmani et Anas Doukali ont également insisté sur l'importance de la prévention chez les personnes sujettes aux complications ou celles porteuses de maladies. Nous avons constaté plusieurs cas de grippe, mais ce sont des cas qui n'ont rien de particulier. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Nous voulons renforcer le système de veille et la sensibilisation aux précautions nécessaires face à la grippe, notamment chez les personnes souvent confrontées à des complications ou à d'autres maladies. Selon un communiqué du ministère de la Santé, 58 cas d'infection respiratoire aiguë sévère ont été enregistrés et testés positifs au sous-type A-H1N1. Ces cas comprennent 15 patients qui se sont rétablis, 32 sous traitement et 11 personnes décédées des suites de complications en lien avec des facteurs de vulnérabilité comme l'âge ou la grossesse. Nous allons à présent parler d'un autre virus qui touche très rarement les hommes et qui affecte les animaux. C'est la fièvre afteuse, bien que généralement non létale, voire bénigne. Elle a un fort impact économique, d'où cette campagne de vaccination lancée le mois dernier. 500 000 têtes de bovins sont déjà immunisées, ce qui représente 17% du cheptel national. Le reportage dans la région de Mohamedia de Brahim Haboub, le récit de Salima Benabou. Chaque bête est vaccinée, puis identifiée pour être certain qu'elle ne sera pas traitée deux fois. Depuis plus d'un mois, ces vétérinaires de l'ONSA sont à pied d'œuvre pour immuniser le cheptel de la région Casablanca-Stade. Ce matin, pas moins de 200 bovins ont ainsi été vaccinés dans cette ferme en périphérie de Mohamedia. C'est un rappel de vaccination. Cette campagne nationale a lieu chaque année. Elle concerne l'ensemble du cheptel national. La première a eu lieu en 2014 et le vaccin est gratuit puisque l'État finance l'intégralité de la campagne. La précédente campagne nationale de vaccination a permis de vacciner quelques 2,5 millions de têtes, soit la quasi-totalité de l'effectif bovin. Et cette petite piqûre de rappel rassure les éleveurs. Les vétérinaires de l'ONSA nous ont informés de leur venue pour vacciner les bêtes. Il est vrai qu'après l'annonce de certains cas de fièvre afteuse, j'ai été plus vigilant, mais heureusement aucun cas n'a été enregistré ici. وحنا حاليا كنتعاملوا مع الحيوان عن قرب لاننا فلاحه وما عندنا شي اشكال لا مرض. Extrêmement contagieuse pour les animaux d'élevage, cette maladie est non transmissible à l'homme. Quoi qu'il en soit, tout est mis en œuvre pour que cette région, au même titre que les autres, reste indemne.
Nous débutons notre tour de l'actualité internationale des États-Unis qui commence à retrouver des températures de saison après le passage d'une vague de froid historique qui a fait une vingtaine de morts en une semaine. Les régions du Midwest et des Grands Lacs ont battu ces derniers jours des records de basse température avec moins 53 degrés dans le Minnesota, moins 51 dans le Wisconsin, moins 50 dans l'Iowa et moins 48 dans l'Illinois. L'air polaire a fait geler une partie des célèbres chute du Niagara à la frontière américano-canadienne. Près de la moitié des eaux des Grands Lacs étaient recouvertes de glace, perturbant le trafic des bateaux entre les deux pays. Le vicaire du Christ dans la terre de naissance du prophète de l'islam. Le pape François est arrivé en début de soirée en péninsule arabique, berceau de la dernière religion monothéiste révélée. C'est le premier chef de l'église catholique à fouler ce territoire. La visite du souverain pontife devrait être dominée par le dialogue entre les religions et une rencontre interreligieuse internationale prévue demain. En Algérie, comme prévu, la coalition au pouvoir a soutenu une candidature de Abdelaziz Bouteflika à la magistrature suprême. Les 4 partis de l'exécutif ont appuyé une candidature du président sortant à un 5e mandat à l'occasion du scrutin d'avril prochain. Une démarche qui pourrait précéder une candidature personnelle du chef de l'État. L'état de santé du locataire du palais de Mouradia, très diminué par les séquelles d'un AVC dont il a été victime en 2013, n'empêche pas sa candidature, selon le Premier ministre Ahmed Ouihia, qui a aussi affirmé que le président sortant n'animera pas de campagne électorale car le peuple algérien le connaît. Nous revenons maintenant au Maroc avec le différend qui oppose depuis quelques jours le RNI et le PJD. C'est la colère des commerçants au sujet de la facturation électronique qui a déclenché cette crise entre les deux formations de la majorité. Mostafa Ramid avait adressé une lettre ouverte à Aziz Akhnouch suite à la sortie médiatique du patron du parti de la Colombe la semaine dernière au sujet de cette mesure. Le ministre de la Justice, membre du PJD, a dénoncé l'incohérence du parti pourtant membre de la coalition gouvernementale, une polémique qui a poussé le parti de l'Istiqlal à mettre en garde contre un blocage au sein de l'exécutif. Les détails avec Mehdi Soufiane. C'était le 27 janvier dernier. Le Rassemblement national des indépendants tient ce jour-là une session ordinaire de son Conseil national à Rabat. Au cours de cette réunion, le président du RNI, Aziz Akhnouch, critique l'attitude du gouvernement envers les commerçants et l'adoption d'un système de facturation électronique, des critiques qu'il avait d'ailleurs exprimées quelques jours auparavant à Nador. Le Parti de la Justice et du Développement, qui mène l'actuelle coalition gouvernementale, répond par la voix de l'un de ses principaux dirigeants, Mostafa Ramid, qui déclare que le RNI fait partie de l'exécutif et qu'il détient les ministères de l'économie et des finances et du commerce et de l'industrie. La joute verbale entre le parti de la Colombe et le parti de la Lampe se poursuit depuis entre les membres des deux formations politiques. De son côté, le parti de l'Istiqlal, actuellement dans l'opposition, réagit à cette nouvelle crise au sein de la majorité. L'Istiqlal met en garde dans un communiqué contre le risque d'un nouveau blocage politique et sur les effets qu'il pourrait avoir sur la situation économique et sociale. Les observateurs de la vie politique suivent également de près cette nouvelle guerre des mots entre le PJD et le RNI et son impact sur la cohésion de l'actuelle équipe gouvernementale menée par Saad-Din Othmani. Pour mieux comprendre cette joute intergouvernementale, notre consultant, le politologue Mostafa Sahimi, vient de nous rejoindre. Monsieur Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Alors devant ces dissensions, est-ce que la majorité se porte bien? Si je vous dis que ce sont des eaux calmes, ça serait inexact. Si je vous dis que c'est un avis de tempête, ça serait excessif. Il y a des turbulences. Il y a des turbulences attestées par tout ce qui se passe, des polémiques entre les uns et les autres. Le ministre d'État chargé des libertés qui sur Facebook envoie une lettre qui est un brûlot en direction des ministres du RNI, du président du RNI, tout ça fait un peu désordre. Et cette histoire de facturation électronique n'avait pas à prendre ces proportions-là, et donc c'est une question qui doit être réglée. Il y a aussi le fait qu'il y a le nouveau discours du président du RNI, Aziz Akhnouch. Après la dépression suite au boycott du printemps dernier, il a repris la main, si je puis dire, avec une remobilisation sur le terrain, en faisant parler les siens, en faisant
parler Mohamed Oujjar, qui est un membre dirigeant historique du RNI. Et donc, il y a là une remobilisation qui se fait avec un certain nombre d'éléments. Le président du RNI, Aziz Akhnouch, dit que maintenant, toutes les cartes sont à revoir, les alliances aussi, et nous verrons le moment venu avec qui nous allier suivant les résultats. Donc, il y a là une situation qui pose problème. Donc, est-ce qu'il y a toujours une majorité gouvernementale ou elle est en train de se fissurer? Est-ce que, avant de vous répondre, je vous dirai ceci. Il y a une majorité arithmétique. C'est un fait. C'est-à-dire au niveau du vote au Parlement. La question de la majorité politique est plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de tests qui vont attester du fait que cette majorité existe ou pas. Il y a déjà le passif de tout ce qui s'est passé lors des précédents mois, vous le savez. Alors, quels sont les tests? Il y a d'abord le RNI qui a proposé une loi de finances rectificative. C'est tout de même singulier. La loi de finances 2019 a été publiée le 31 décembre 2018. 3 semaines après, voilà un parti important au niveau de la Chambre des représentants qui demande une loi de finances rectificative, en particulier sur 2 articles, l'un intéressant une indemnité forfaitaire de déclaration et l'autre sur l'article 145, précisément sur le contentieux de la facturation électronique. Autres tests qui vont permettre de répondre ou non à votre question. Il y a un accord à faire sur la loi 4 sur l'éducation. Pour l'heure, il y a eu des oppositions au sein de la commission compétente. Il y a un accord également à faire sur les langues étrangères ou pas, dans quelle mesure, tout ça, etc., la Mazir, etc. Si bien qu'aujourd'hui, le PJD est fragilisé et le chef du gouvernement se trouve sur 3 fronts, sur 3 périmètres plus exactement. Sous l'œil sourcilleux de Sa Majesté le Roi, qui, depuis le 22 mois, ne peut pas dire que le souverain ait donné beaucoup de satisfaction à ce gouvernement. Et donc, il y a des orientations qui ont été données, et le souverain, me semble-t-il, est particulièrement attentif à l'application de ces orientations. Le chef du gouvernement est également secrétaire général du PJD, et il y a des problèmes au sein de son parti, attestés par le retour de Abdillah Bekiren, qui dit « je reviens en politique ». 3e périmètre, les difficultés auxquelles vous avez fait référence, avec ses alliés, notamment le RNI. Alors, c'est une majorité qui est dans une situation difficile. Le PPS est dans une situation d'expectative conditionnée en disant il faut faire les réformes pour justifier le maintien de notre participation. Les autres partis, pour l'instant, ne sont pas audibles, et donc nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et puis, ce qui bloque aussi, c'est l'accord sur le modèle de développement. Sa Majesté a donné un délai, ce délai est passé. Ils ne sont pas encore arrivés aujourd'hui à se mettre d'accord sur le modèle de développement parce qu'il a été préparé par le chef du gouvernement avec une équipe restreinte et les autres partenaires n'ont pas été associés. Je crois que c'est la véritable pomme de discorde, c'est le modèle de développement. Le modèle de développement, pourquoi? Deux visions différentes. Parce qu'il y a la priorité des réformes et il y a l'accord à faire sur des valeurs et sur le projet de société. C'est pour ça que ça coince sur les langues étrangères, le statut de la Mazir. Je vais vous faire une dernière confidence. J'ai posé question à un responsable d'un parti aujourd'hui, avant de venir pour préparer cette émission. Je lui dis alors, cette majorité. Il m'a dit, il se passe quelque chose, je n'en sais rien, mais j'en suis sûr. Un mot encore, nous avons un tempo intéressant, c'est la mi-législature, mi-avril. C'est la mi-législature de la Chambre des représentants et le chef du gouvernement doit présenter un rapport d'étape de la mi-législature. Ça sera intéressant de voir comment va être confectionné ce rapport et s'il aura l'assentiment ou pas des autres composantes de la majorité et s'il y aura un vote ou pas. Pour la bonne politique, ça serait bien que M. Othmani sollicite de nouveau une confiance pour le bilan de la législature et pour les perspectives de la seconde partie de la législature. Merci beaucoup, c'est très limpide maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Sahimi. Et loin de cette joute, le département de Moustapha Ramid a lancé un appel aux citoyens n'ayant pas encore légalisé leur contrat de mariage afin d'accélérer le dépôt des demandes auprès du tribunal compétent. C'est ce mardi 5 février qu'arrivera à expiration la période transitoire d'enregistrement des demandes telle que précisée dans le Code de la famille. Cette période transitoire de 5 ans est la 3e du genre depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le statut personnel en 2004.
Et pour conclure ces mariages, aucun certificat de virginité ne sera exigé. Cette pièce ne fait d'ailleurs pas partie des documents exigés pour établir un acte de mariage selon la loi marocaine. Mais dans certains milieux phallocrates, les futurs époux et leurs familles exigent ce certificat qui attesterait d'une prétendue chasteté, un acte misogyne, humiliant, dénoncé par l'OMS qui a appelé à ne plus fournir ce document. De nombreux médecins au Maroc ont répondu à cet appel. Reportage Shayma Allam, Mohamed Magri, le récit de Amina Mkhalak. Les tests de virginité peuvent-ils nuire au bien-être psychologique et physique des femmes? La réponse est oui, selon l'OMS, qui a appelé en octobre 2018 à bannir cet examen dans les pays qui le pratiquent encore, à l'image du Royaume. Qu'en pensent les Marocains? Les avis sont partagés. Ces tests peuvent avoir des répercussions graves sur le bien-être psychologique des femmes. Je pense qu'il est préférable d'avoir ce certificat pour peut-être éviter des problèmes familiaux par la suite. Cet appel de l'OMS est soutenu par plusieurs gynécologues pour qui délivrer ce certificat avant le mariage est une violation du secret médical. Cet examen n'a aucun fondement du point de vue médical. Il représente même plusieurs risques psychologiques et peut générer de la frustration ou causer une dépression chez la patiente. Lorsqu'il est fait dans certaines conditions, cet examen peut s'avérer extrêmement humiliant pour les femmes. Pour toutes ces raisons, l'Association marocaine de sexologie a formulé une demande claire au ministère de la Santé visant à dispenser les médecins de la délivrance du certificat de virginité, surtout que ce document n'est pas obligatoire pour conclure un mariage. La Moudawana ne mentionne absolument pas ce test. Elle parle pourtant des préoccupations des femmes sans la moindre allusion à ce test de virginité. Nous avons demandé au ministère de la Santé d'interdire aux médecins de délivrer ce certificat, à l'instar de plusieurs pays arabes qui ne pratiquent plus cet examen. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons à notre tour cherché à joindre en vain le ministère de la Santé pour tenter d'obtenir des réponses au sujet de cet examen encore répertorié dans 20 pays à travers le monde selon l'OMS. Autre initiative pour la promotion des femmes, mais cette fois-ci par le sport. Le Raid Sahraouia, qui en est cette année à sa 5e édition, a réuni 80 femmes de 13 nationalités. Elles participent à différentes compétitions sportives avec comme cadre les beaux paysages de la péninsule de Dakhla. Le but n'est pas seulement récréatif, il est aussi solidaire. C'est ce que nous explique Adil Lutété. Elle représente un total de 40 associations nationales et internationales qui œuvrent en faveur des femmes et des enfants. Si elles sont à Dakhla, c'est pour tester leurs limites, mais également pour apporter leur grain de sable à la cause sociale. Nous avons un podium, donc sur les 3 premières, elles ont une dotation financière. Donc cette dotation, en fait, elle va au profit des associations qu'elles représentent, des associations sur lesquelles nous avons déjà les statuts et puis un peu l'engagement qu'elles pourraient faire de cet argent. Participer à ce raid solidaire requiert l'appui de sponsors. Parmi les compétitrices, celles venues de l'Hexagone, ces dernières ont diversifié les démarches pour la cause. Nous représentons l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est créée depuis 1996 et qui œuvre principalement pour soutenir les enfants d'Afrique atteints de malformations cardiaques. De Sahraouia, on a récolté de l'argent pour le financer. On a fait une soirée orientale pour ramasser de l'argent. On a fait, dis-moi Gaëlle, un thé gourmand par une association qui nous ont aidés, marocaine. Venir en aide au monde associatif passe obligatoirement par de la sueur. Les Sahraouiates ont quelques jours pour se dépenser et espérer décrocher le Graal. Et nous terminons ce journal avec une foire pour la promotion du Made in Morocco. Pour la 4e année consécutive, la Villa des créateurs à Darboazia a réuni une dizaine de griffes. Les férus de la mode marocaine ont pu découvrir ce week-end des créations de qualité. Reportage Amin El-Khal, le récit est de Salima Benabou. Du linge de maison, des bijoux, des chaussures, des vêtements et même du chocolat. De la couleur aussi et beaucoup d'originalité. À l'origine de ces créations, des designers qui ont un point en commun, l'amour du beau et du travail bien fait. À l'image d'une caverne d'Ali Baba, la Villa des créateurs propose aux curieux de découvrir une dizaine de griffes audacieuses, un joli patchwork de création et une belle vitrine pour ces petits créateurs.
J'ai appris les techniques toute seule, voilà, je suis autodidacte, voilà. Et donc ça a commencé comme ça et petit à petit, au fur et à mesure que je travaille, j'ai commencé à me perfectionner, à connaître un peu les pierres. On a lancé ce projet avec ma mère il y a à peu près 2 ans, dans tout ce qui est création et design, dans tout ce qui est également building et décoration. Donc on a toujours été passionnés par le monde de la création et donc notre devise, c'est de maintenir une touche de modernité dans notre patrimoine artisanal. On est là aujourd'hui dans la Villa des Créateurs pour partager notre passion et aussi pour montrer la richesse du chocolat belge. À l'origine de cette vente éphémère, Zaid Nejib. Le jeune homme espère à travers cette vente éphémère soutenir le 100% Made in Maroc, un engagement qui dure depuis presque 3 ans. Le projet a été créé en 2017, en septembre 2017, dans le but de toujours promouvoir ces créateurs-là, qui ont pas mal d'idées, qui essayent de grandir petit à petit. Donc nous, on essaye vraiment de leur donner un maximum de visibilité. C'est dans cet esprit-là de partage pour faire connaître les créateurs et les créations qui évoluent de jour en jour ici dans notre pays, au Maroc. Rendez-vous est pris au printemps prochain pour la 5e édition de la Villa des Créateurs pour découvrir des modèles que vous ne verrez probablement nulle part ailleurs et dans le même temps encourager une création de qualité. Et c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Le nombre de morts dus à la grippe H1N1 s'est élevé à 11 selon un dernier communiqué du ministère de la Santé. Tous les cas concernent des personnes immunodéficientes sur un total de 58 cas d'infection respiratoire aiguë sévère pris en charge et testés positifs à cette souche. 15 patients se sont complètement rétablis, 32 sont toujours sous traitement. Voilà pour l'information de ce dimanche. Merci de votre fidélité. Le prochain journal vous sera présenté en langue arabe avec Hicham Ralfaoui. Demain, vous retrouverez Ersan Benbel. Passez une excellente semaine.